Numéro 1. Robert et Michael Beaver. Le massacre familial qui a choqué l'Amérique. Dans un quartier calme de classe moyenne à Broken Arrow, dans l'Oklahoma, la famille Beaver était connue pour vivre en retrait. Leur maison était située dans une rue calme, bordée d'arbres, le genre d'endroit où les gens laissent leurs portes ouvertes et saluent leurs voisins. Mais derrière ces murs, quelque chose de sombre avait pris de l'ampleur. Dans la nuit du 22 juillet 2015, cela a explosé pour devenir l'un des massacres familiaux les plus horribles de l'histoire américaine. Juste avant minuit, une jeune fille de 13 ans a passé un appel affolé au 911. Sa voix était basse, terrifiée. Elle a chuchoté que ses frères s'en prenaient à sa famille. La police s'est précipitée sur les lieux et a découvert une maison baignant dans le sang. À l'intérieur, 5 membres de la famille Beaver étaient morts. Tous avaient été poignardés à plusieurs reprises avec des couteaux et des haches. Les corps ont été retrouvés dans différentes pièces, certains avec plus de 20 coups de couteau. Mais le plus troublant, c'est que les meurtriers n'étaient pas des inconnus. Il s'agissait des propres fils des victimes, Robert Beaver, 18 ans, et son Michael, âgé de 16 ans. Parmi les victimes figuraient leurs parents, David et April Beaver, ainsi que 3 de leurs frères et sœurs, Daniel, 12 ans, Christopher, 7 ans, et Victoria, 5 ans. La sœur de 13 ans qui a appelé les secours était gravement blessée, poignardée à plusieurs reprises, mais elle a miraculeusement survécu. Un enfant de 2 ans a été retrouvé dans la maison, physiquement indemne, probablement oublié pendant la frénésie. Ce que les enquêteurs ont découvert dans les jours suivants défiait toute logique. Les meurtres n'étaient pas impulsifs. Ils faisaient partie d'un plan méticuleusement élaboré. Robert et Michael Beaver s'y préparaient depuis des mois. Leur objectif était de devenir les meurtriers de masse les plus tristement célèbres de l'histoire des États-Unis. Selon les aveux de Robert, le massacre familial n'était que la première étape. Les frères avaient l'intention de s'enfuir, de voler une voiture et de se lancer dans une série de meurtres à travers le pays. Leur cible, au moins 50 personnes, peut-être plus. Ils idolâtraient les auteurs de fusillades de masse comme les tueurs de collines. Les enquêteurs ont trouvé un ordinateur, rempli de recherches en ligne sur la manière de tuer sans bruit, de désactiver les systèmes de sécurité et comment échapper aux forces de l'ordre. Il y avait également des feuilles de calcul détaillant les armes, le nombre de victimes et les itinéraires de fuite. L'une des découvertes les plus troublantes a été une clé USB contenant un journal vidéo. Robert y discutait calmement de ses projets de meurtre, décrivant l'anticipation et le frisson qu'il s'attendait à ressentir. Les garçons avaient également installé un système de surveillance à domicile. De manière effrayante, ils ont enregistré des parties du massacre, capturant leurs mouvements alors qu'ils traquaient leurs victimes dans la maison. Ce n'étaient pas les actions d'enfants perturbés qui passaient à l'acte. Il s'agissait d'exécutions méthodiques et délibérées, motivées non pas par la rage, mais par le désir de marquer l'histoire en tant que tueur. Robert, le frère aîné, semblait être le meneur. Lors des entretiens, il s'est montré froid et calculateur. Il a qualifié les meurtres de nécessaires. Michael, âgé de seulement 16 ans, était plus complexe sur le plan émotionnel. Certains experts pensent qu'il a pu être manipulé ou contraint par Robert. D'autres affirment qu'il était un participant volontaire, pleinement conscient de ses actes. Quoi qu'il en soit, tous deux ont été inculpés en tant qu'adultes de 5 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et d'un chef d'accusation d'agression avec intention de tuer. Pendant le procès, Robert n'a montré aucun remords. Il a souri au tribunal. Il a corrigé les informations erronées des médias concernant le nombre de coups de couteau. Son détachement face à l'horreur de ses actes était effrayant. Michael, quant à lui, sanglotait parfois ouvertement. Il a affirmé plus tard avoir eu des doutes avant l'agression, mais avoir eu peur de ce que Robert pourrait faire s'il se défilait. Robert a plaidé coupable et a été condamné à 5 peines de prison à vie consécutive sans possibilité de libération conditionnelle. Michael a été jugé et a également été condamné à la prison à vie, mais avec possibilité de libération conditionnelle après 38 ans en raison de son jeune âge au moment des crimes. La communauté de Broken Arrow était brisée. Personne n'avait rien vu venir. La famille Beaver était discrète, mais ne donnait jamais aucun signe manifeste d'abus ou de dysfonctionnement. Du moins, aucun que les voisins aient remarqué. À la suite à ces événements, la maison où les meurtres ont eu lieu a été démolie. Un jardin commémoratif a été construit à sa place, dédié aux vies innocentes perdues. Daniel, Christopher, Victoria, David et April. Mais même cet hommage paisible n'a pas pu effacer les profondes cicatrices laissées par ces événements. La question demeure, comment 2 adolescents élevés dans le même foyer, par les mêmes parents et avec la même éducation, se transformer en tueurs de sang-froid? Certains disent que c'est l'isolement. Les enfants Beaver
était scolarisé à domicile et avait un peu de contact en dehors de la famille. D'autres évoquent une maladie mentale non diagnostiquée ou une dynamique toxique entre les frères, où les fantasmes violents étaient encouragés et renforcés. Il y a même des spéculations sur de possibles abus au sein du foyer, bien que cela reste à prouver. Ce qui est certain, c'est que les frères Bever avaient prévu de tuer. Ils s'étaient préparés. Et le moment venu, ils ont exécuté leur famille avec une efficacité terrifiante. Ce n'était pas une décision prise à la légère, c'était une mission. À ce jour, peu de cas de meurtre commis par des mineurs ont égalé la brutalité, la planification et le détachement émotionnel du massacre des Bever. Il reste l'un des chapitres les plus sombres de la criminalité américaine moderne. Numéro 2. Tyler Hadley, l'adolescent qui a assassiné ses parents. La maison des Hadley ressemblait à toutes les autres du quartier. Une maison de banlieue, calme et ordinaire. Mais ce qui s'est passé à l'intérieur de cette maison allait devenir l'un des crimes les plus choquants et les plus troublants jamais commis par un adolescent aux États-Unis. Au centre de tout cela se trouvait Tyler Hadley, 17 ans. Il n'était pas connu pour être violent. En fait, la plupart des gens le décrivaient comme réservé. Mais sous la surface, Tyler glissait vers quelque chose de plus sombre, quelque chose que même son meilleur ami ne soupçonnait pas. Pendant des semaines, Tyler avait parlé d'organiser une fête. Pas n'importe quelle fête, une grande. Mais chaque fois qu'il en parlait, il ajoutait une tournure étrange, qu'il devrait d'abord tuer ses parents. Ses amis ont pris cela pour une blague, une tentative d'humour tordu. Tyler avait toujours été un peu décalé, disait-il. Personne ne l'a pris au sérieux, jusqu'à ce qu'il passe à l'acte. L'après-midi du 16 juillet, Tyler a attendu que ses parents, Blake et Mary Jo Hadley, soient rentrés à la maison. Puis, à l'aide d'un marteau de charpentier, il les a battus à mort. Sa mère d'abord, puis son père. Il a recouvert leur corps de serviettes, de livres et de débris, et les a traînés jusqu'à la chambre principale. Puis, avec leurs cadavres gisant à quelques mètres de lui, il a commencé à nettoyer la maison. Ce qui s'est passé ensuite défie toute logique. Tyler a publié un message sur Facebook. « Soirée chez moi ce soir. Passez me voir. » Ce soir-là, entre 40 et 60 adolescents se sont entassés dans la maison des Hadley. Ils ont bu, fumé, mis de la musique à fond et ri, sans se douter que 2 cadavres en décomposition gisaient dans la pièce voisine. Certains invités ont rapporté que Tyler semblait anormalement nerveux. D'autres ont dit qu'il était étourdi, comme s'il était à cran ou défoncé, mais malgré tout, personne n'imaginait la vérité. Et pourtant, il leur a dit. Pas à tout le monde, mais à quelques-uns. À un moment donné pendant la fête, Tyler a pris à part son meilleur ami, Michael Mandel. D'une voix calme, il lui a avoué qu'il avait tué ses parents. Michael ne l'a pas cru jusqu'à ce que Tyler lui montre la scène du crime. Il a ouvert la porte de la chambre principale et a laissé son ami voir le sang, les pieds qui dépassaient, dessous la pile de couverture. Michael était horrifié, mais au lieu d'appeler la police, il a continué à faire la fête. Selon ses propres mots, il ne savait pas si c'était réel ou s'il rêvait. Le lendemain matin, Michael a finalement appelé une ligne d'urgence dédiée au crime. La police est arrivée peu après. Ils ont trouvé la maison saccagée. Des bouteilles de bière vides jonchaient dans le sol. Dans la chambre, ils ont découvert les corps de Blake et Mary Jo Hadley, tous deux sauvagement battus à mort. Des éclaboussures de sang maculées les murs et le plafond. Le marteau, encore ensanglanté, a été retrouvé entre les corps. Tyler a été arrêté le matin même. Lors de son interrogatoire, il a tout avoué. Il a déclaré aux enquêteurs qu'il avait planifié les meurtres pendant 3 semaines. Il avait arrêté de prendre ses antidépresseurs et avait passé des heures à faire des recherches en ligne sur la manière de commettre un crime. Il a expliqué que son mobile était qu'il ne voulait pas que ses parents l'empêchent de faire la fête. Il n'y avait aucun signe de maltraitance à long terme. Ses parents n'étaient pas trop stricts. En fait, ils avaient essayé de l'aider. Sa mère, enseignante, l'avait récemment convaincu de consulter un psychiatre. Son père lui avait acheté des livres et l'avait aidé à planifier son avenir. Mais tout cela importait peu à Tyler. Selon ses propres mots, il a dit qu'il fallait le faire. Les psychiatres ont par la suite diagnostiqué chez lui divers troubles mentaux, notamment une dépression et une possible schizophrénie précoce. Mais malgré son âge, il a été jugé comme un adulte. En 2014, Tyler Hadley a été condamné à 2 peines d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Ce qui rend cette affaire si effrayante, ce n'est pas seulement la brutalité des meurtres, c'est le calme, le calcul et le fait qu'il est célébré immédiatement après. Pour la plupart des gens, tuer quelqu'un serait impensable. Mais pour Tyler Hadley, c'était le prix de la popularité. Il a transformé sa maison familiale en une maison de l'horreur, puis a invité toute la ville à venir danser sur la tombe. Même aujourd'hui, cette affaire soulève des questions dérangeantes. Comment personne n'a-t-il vu les signes avant-coureurs?
Pourquoi personne n'a-t-il appelé la police pendant la fête après qu'il ait commencé à avouer? Et plus troublant encore, aurait-il recommencé s'il n'avait pas été arrêté? La maison des Hadley a finalement été démolie. Un terrain vague se trouve désormais à l'endroit où la tragédie s'est produite. Mais l'histoire perdure, transmise en ligne comme une légende urbaine, la fête meurtrière. L'adolescent qui a tué pour attirer l'attention. Numéro 3. Nehemiah Grigo, le garçon qui a tué toute sa famille et qui prévoyait d'en tuer d'autres. En janvier 2013, dans la banlieue d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, la police a répondu à ce qu'elle croyait être un appel de contrôle social. Un pasteur local avait reçu un message étrange d'un adolescent de sa congrégation. Ce qu'ils ont découvert en entrant dans la maison des Grigo aurait hanté même les enquêteurs les plus chevronnés. À l'intérieur, 5 membres de la famille gisaient morts, abattus comme lors d'une exécution. Le tueur n'était pas un inconnu. Ce n'était pas un homme avec un long passé criminel. C'était Nehemiah Grigo, 15 ans, le fils cadet de la famille. Et ce qui rendait l'affaire encore plus troublante encore était ce qu'il prévoyait de faire ensuite. Nehemiah avait grandi dans une famille profondément religieuse. Son père, Greg Grigo, était un ancien membre de gang qui avait changé de vie et était devenu pasteur. La famille était nombreuse, conservatrice et profondément chrétienne. En apparence, tout semblait parfait. Mais à l'intérieur, Nehemiah s'était discrètement effondré. Il était devenu de plus en plus isolé, en colère, déprimé et obsédé par la violence. Il passait de longues heures seul à écouter de la musique, à jouer à des jeux vidéo violents et à fantasmer sur le meurtre. Il tenait un journal secret dans lequel il décrivait en détail ses meurtres, mais personne dans sa famille ne semblait remarquer à quel point il était perdu, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le matin du 19 janvier 2013, Nehemiah a pris un fusil de calibre 22 dans le placard de ses parents. Il est d'abord entré dans la chambre de sa mère, où elle dormait à côté de son frère de 9 ans, Zephania. Sans hésiter, il a levé le fusil et a tiré une balle dans la tête de sa mère. Puis il a tourné l'arme vers son petit frère et l'a tué à son tour. Il a rechargé l'arme et a attendu dans la maison jusqu'à ce que ses 2 petites sœurs, âgées de 5 ans et 2 ans, commencent à s'agiter. Il les a tuées à leur tour. Puis, quelques heures plus tard, lorsque son père est rentré à la maison après son travail de nuit, Nehemiah l'a pris en embuscade à la porte d'entrée et lui a tiré dessus à plusieurs reprises avec un AR-15. 5 membres de la famille ont disparu en quelques heures. Mais le plus terrifiant, c'est que ce n'était pas la fin de son plan. Nehemiah n'essayait pas de s'échapper. Il ne cachait même pas son crime. Au contraire, il a changé de vêtements, a emballé les armes et s'est rendu à son église, où il a dit aux membres que sa famille était morte dans un accident de voiture. Il semblait calme, froid, sans émotion. Lorsqu'on l'a interrogé, il a fini par avouer non seulement les meurtres, mais aussi ce qu'il prévoyait de faire ensuite. Nehemiah a déclaré aux enquêteurs qu'il avait l'intention de commettre une fusillade de masse. Il avait planifié son itinéraire. Il voulait se rendre en voiture à un Walmart voisin et commencer à tuer des personnes au hasard. Son objectif était de causer autant de morts et de dégâts que possible avant d'être tué par la police. Il avait même dressé une liste des endroits qu'il voulait prendre pour cible, y compris une école locale. La seule raison pour laquelle il n'a pas mis son projet à exécution, a-t-il affirmé, c'est qu'il a perdu son sang-froid. Les enquêteurs étaient stupéfaits. Nehemiah n'était pas simplement un enfant perturbé qui avait craqué. Il était réfléchi, calculateur. Il avait étudié les fusillades de masse et admiré les tueurs. Il idolâtrait les tireurs de collines. Dans ses aveux, il a déclaré au détective qu'il pensait à tuer depuis des années. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi il l'avait fait, sa réponse était d'une simplicité effrayante. Il a dit qu'il s'ennuyait et qu'il voulait ressentir ce que cela faisait. Le tollé général a été immédiat et intense. Voici un adolescent de 15 ans, intelligent et apparemment normal, qui avait commis un massacre digne des plus tristement célèbres fusillades de masse de l'histoire américaine. Mais il n'avait pas été influencé par des gangs ou la pression de ses pairs. Il n'était pas sous le contrôle d'une personne plus âgée. Il était seul, il l'avait fait de son plein gré. Les procureurs ont décidé de juger Nehemiah comme un adulte. La défense a fait valoir qu'il était malade mental, qu'il souffrait de traumatisme et de négligence affective. Une évaluation psychologique a révélé des signes de dépression et de troubles de la personnalité émergents. Mais l'accusation a brossé un tableau différent. Un garçon qui n'a montré aucun remords, aucune empathie et aucune réelle compréhension de la douleur qu'il avait causée. Des années de va-et-vient juridique ont suivi. Nehemiah a d'abord été condamné comme un mineur, ce qui signifie qu'il aurait pu être libéré à l'âge de 21 ans. Mais en 2019, cette décision a été annulée. Un juge a décidé qu'il purgerait plutôt 3 peines à perpétuité plus 7 ans supplémentaires, avec toutefois la possibilité d'une libération conditionnelle.
S'il est libéré, ce ne sera pas avant qu'il ait atteint l'âge de 70 ans. Ce qui rend l'affaire Grigo si terrifiante, ce n'est pas le nombre de victimes, c'est la lucidité avec laquelle Nehemia a agi, son calme, sa préparation, son absence totale de remords. Il n'a pas paniqué, il n'a pas fui, il n'a pas pleuré, il a simplement tué sa famille, changé de vêtements et prévu d'en tuer d'autres. Les voisins diront plus tard qu'il n'y avait aucun signe avant-coureur. Personne ne s'attendait à ce que ce garçon calme, aux cheveux rasés et aux manières polies, devienne un meurtrier de masse. Mais dans son esprit, quelque chose de monstrueux avait grandi, sans contrôle, sans être remarqué et de manière imparable. Aujourd'hui, la maison des GGO est vide, un rappel silencieux de l'horreur qui s'est déroulée derrière ses portes. Une famille pratiquante déchirée non pas par la drogue, les gangs ou la pauvreté, mais par l'un des leurs. Le numéro 4, Barry Lucidis, l'adolescent qui a apporté un fantasme western en classe. C'était juste après le déjeuner, le 2 février 1996, à la Frontier Middle School de Moses Lake, dans l'État de Washington. Les élèves entraient dans leur classe d'algèbre pour la 5e période. Une journée ordinaire où les enfants échangent des blagues, s'inquiètent des interrogations surprises et rêvent du week-end. Mais pour un élève, Barry Lucidis, âgé de 14 ans, cette journée était tout sauf ordinaire. Il était venu à l'école habillé comme un hors-la-loi du Far West. Sous son long manteau noir, il cachait 2 pistolets et un fusil de gros calibre, et il avait bien l'intention de s'en servir. À 10 heures pile, Barry est entré dans sa classe d'algèbre, a sorti ses armes et a ouvert le feu. Il a abattu sa professeure, Leonacius, sur le coup. Puis il s'est tourné vers les élèves. Il a tué Arnold Davala, 14 ans, et Manuel Vela, 13 ans. Un 3e élève a été grièvement blessé. Le reste de la classe était figé. Certains se cachaient, d'autres criaient, d'autres encore étaient paralysés par le choc. Mais Barry ne criait pas, il ne se précipitait pas. Il était calme, méthodique, comme s'il suivait un scénario. Debout devant la classe, arme au poing, il a prononcé une phrase tirée directement du film Natural Born, Killers. C'est quand même mieux que les maths, non? Ce n'était pas la seule œuvre de fiction dont il s'inspirait. Barry avait passé des mois à se plonger dans des livres violents, de la musique sombre et des films glorifiant le chaos. Il était particulièrement attiré par les westerns et les romans de Stephen King. Il aimait particulièrement le personnage de Pennywise, un méchant qui tuait ses propres camarades de classe. Mais Barry ne se contentait pas de copier la fiction. Il était également animé par quelque chose de beaucoup plus personnel, la rage. Au cours des mois précédant la fusillade, sa vie familiale avait sombré dans le chaos. Ses parents étaient en plein divorce conflictuel. Il affirmait que sa mère était émotionnellement instable, suicidaire, et se confiait souvent à lui comme s'il était son thérapeute. Son père, en revanche, était froid et distant. Barry se sentait comme un fantôme dans sa propre maison, ignoré, sous pression et en colère. Il affirmait également être victime d'intimidation à l'école. Les autres élèves se moquaient hors de lui parce qu'il était maladroit, s'habillait différemment et restait dans son coin. Cet isolement s'est transformé en amertume. Il a commencé à fantasmer, non seulement sur la vengeance, mais aussi sur le pouvoir. Il voulait se sentir en contrôle, il voulait être craint. Il a donc planifié son attaque. Il a volé des armes à feu dans l'armoire de son père. Il étudia les fusillades scolaires passées. Il choisit une salle de classe dont il savait qu'elle serait pleine. Et le jour venu, il entra avec l'assurance d'un méchant de cinéma. Le carnage aurait pu continuer sans l'intervention d'un homme. John Lane, un enseignant héroïque, plaqua Barry au sol alors qu'il était distrait et réussit à lui arracher le fusil des mains. Barry fut arrêté sur place. Il n'a opposé aucune résistance. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait fait cela, il a répondu froidement : « Je voulais voir ce que ça faisait de tuer des gens. » Il n'a pas fallu longtemps pour que l'affaire fasse la une des journaux nationaux. Un tueur de 14 ans, inspiré par la violence hollywoodienne, entrant dans une école comme un personnage de film. Cette image a hanté les parents, les enseignants-élèves à travers l'Amérique. Barry Lucidis est devenu l'un des premiers tireurs modernes dans les écoles du pays, des années avant Colin et les tragédies qui ont suivi. Pendant son procès, sa défense a plaidé la démence. Elle a affirmé qu'il souffrait de troubles bipolaires et de dépression. Elle a souligné son obsession pour les médias violents, son foyer dysfonctionnel, ses pensées suicidaires. Mais le jury n'y a pas cru. Il a vu préméditation, planification, désir de tuer, et non un appel à l'aide. Barry Lucidis a été reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre aggravé au premier degré, d'un chef d'accusation de meurtre au premier degré et de multiples chefs d'accusation d'enlèvement et d'agression. Il a été condamné à la prison à vie plus de 105 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Aujourd'hui, Barry est toujours derrière les barreaux,
C'est l'un des premiers exemples d'un adolescent qui a transformé son fantasme en véritable cauchemar. Son affaire a déclenché un débat national sur le contrôle des armes à feu, la violence dans les médias et la santé mentale. Mais l'élément le plus troublant n'était peut-être pas les outils qu'il a utilisés. C'était sa vision du monde, comme si c'était une grande scène de théâtre et qu'il en était enfin le personnage principal. La salle de classe où le massacre a eu lieu a finalement été réaménagée. L'école a travaillé dur pour aller de l'avant. Mais pour ceux qui étaient là ce jour-là, le souvenir ne s'estompe jamais vraiment. Un cours d'algèbre normal s'est transformé en zone de guerre, et un garçon de 14 ans, en colère et seul, s'est assuré que tout le monde se souviendrait de son nom. Numéro 5, Kip Hinkle, l'adolescent qui a tué ses parents puis semé le chaos à l'école. En mai 1998, la paisible ville de Springfield, dans l'Oregon, a été bouleversée par l'une des fusillades scolaires les plus dévastatrices de l'histoire des États-Unis. L'auteur n'était pas un criminel endurci, ni un adulte ayant des antécédents de violence. Il s'agissait de Kipan, Philip Kinkle, un lycéen de 15 ans, intelligent et à la voix douce, mais qui cachait une sombre tempête sous sa surface. Kip était le plus jeune enfant de 2 enseignants. Ses parents, Bill et Faith Kinkle, étaient respectés dans leur communauté, connus pour leur dévouement à l'éducation et leur foyer aimant. Mais Kip ne cadrait pas avec le moule. Il avait des difficultés scolaires et sociales. Diagnostiqué dyslexique dans son enfance, il a redoublé sa première année. Il était maladroit, colérique et fasciné par les armes à feu et les explosifs depuis son plus jeune âge. Son obsession pour la violence était plus qu'une simple phase. Kip collectionnait les armes, lisait des livres sur la fabrication de bombes et idolâtrait les auteurs de massacres. Il parlait fréquemment de meurtres et de destruction, souvent sous couvert d'humour noir. Mais derrière les blagues se cachait quelque chose de bien plus grave. Il souffrait d'une grave maladie mentale. Kip a finalement été diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie paranoïde, un diagnostic qui n'a été confirmé qu'après la tragédie. Au cours des mois qui ont précédé la fusillade, il a commencé à entendre des voix dans sa tête. Ces voix lui disaient pas que le monde était maléfique, qu'il était condamné et qu'il devait agir. Le 20 mai 1998, Kip a été exclu du lycée Thirsten pour possession d'une arme à feu volée. Son père est venu le chercher à l'école et l'a ramené à la maison. Plus tard dans l'après-midi, Kip a tiré sur son père à l'arrière de la tête avec un fusil de calibre 22. Lorsque sa mère est rentrée à la maison quelques heures plus tard, Kip l'a dans le garage. Il lui a tiré dessus à plusieurs reprises, une fois au visage, puis plusieurs fois alors qu'elle gisait sur le sol. Après avoir assassiné ses parents, Kip a passé le reste de la soirée seul dans la maison, faisant les 100 pas, écoutant de la musique et se préparant pour la suite. Le lendemain matin, il a mis un fusil, 2 pistolets et des centaines de cartouches dans un long trench coat et s'est rendu en voiture au lycée Thirsten. Vers 7h55 le 21 mai, Kip est entré dans la cafétéria de l'école, a sorti un fusil semi-automatique et a ouvert le feu. En quelques secondes, le chaos a éclaté. Il a tiré dans la tête de Ben Walker, 17 ans, le tuant sur le coup. Puis il a tiré sur Mika Nicolasan, 16 ans. Plus de 20 autres élèves ont été blessés, dont beaucoup gravement. La scène était purement terrifiante. Les tables ont été renversées. Les élèves criaient et couraient pour sauver leur vie. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Plusieurs élèves, non armés et blessés, se sont précipités sur Kip et l'ont plaqué au sol. L'un d'eux, Jake Riker, avait déjà été touché, mais il a quand même réussi à aider à le maîtriser. Alors que Kip était immobilisé sous eux, il aurait murmuré « Tuez-moi, c'est tout !» Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé une note dans son trench coat. Il s'agissait d'une confession écrite avec une clarté effrayante. Dans cette lettre, Kip exprimait sa haine envers lui-même, ses parents et le monde. Il disait qu'il n'avait aucun espoir, aucun avenir, et que les voix dans sa tête avaient gagné. Il terminait sa lettre par ces mots. « Je viens de tuer mes parents. Je ne sais pas ce qui se passe. J'aime tellement ma maman et mon papa. Je viens de commettre 2 crimes. Mes parents ne peuvent pas supporter ça. » Pendant l'interrogatoire, Kip s'est effondré. Il a dit à la police qu'il avait dû tuer ses parents parce qu'il ne voulait pas qu'ils soient déçus par lui. Il a déclaré qu'il ne pouvait pas vivre avec cette honte. Dans son délire, les assassinés lui semblaient être une forme tordue de miséricorde. Kip a été accusé de 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et de 26 chefs d'accusation de tentative de meurtre. Bien que ses avocats aient plaidé la démence, Kip a finalement plaidé coupable. Il a été condamné à 111 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. La fusillade de Thurston High a provoqué une onde de choc à travers le pays. Elle s'est produite juste 1 an avant celle de Columbine et a marqué un tournant dans la façon dont l'Amérique percevait la violence à l'école. Kip Hinkle n'était pas membre d'un gang. Il n'avait pas été maltraité.
Il venait d'une famille aimante de la classe moyenne, et c'est à bien des égards ce qui a le plus terrifié les gens. Que faire lorsque le tueur était quelqu'un qui avait toutes les opportunités, tous les avantages, et qui a quand même choisi la destruction? En prison, Kip aurait été sous médicaments et stable depuis des années. Il a même parlé de la maladie mentale et exprimé de profonds remords pour ses actes. Mais pour les victimes, ceux qui sont morts, ceux qui ont été blessés et ceux qui portent encore aujourd'hui un traumatisme, les remords ne peuvent pas effacer ce qui a été perdu. À ce jour, Kip est toujours derrière les barreaux à l'établissement correctionnel de l'État de l'Oregon. Son cas est souvent cité dans les débats sur les peines infligées aux mineurs, la maladie mentale chez les adolescents et les signes avant-coureurs que nous négligeons trop souvent. La maison où il a tué ses parents a été vendue depuis longtemps. La soif et l'ivresse ont guéri, mais elles ne sont pas oubliées. Chaque année, en mai, les survivants se réunissent en souvenir. Et le nom de Kip Kinkle est toujours prononcé, non par curiosité, mais pour rappeler ce qui peut arriver lorsque les signes sont ignorés et qu'un jeune esprit sombre dans la violence. Numéro 6. Luke Woodham, l'adolescent qui a tué par vengeance et par besoin d'appartenance. Le matin du 1er octobre 1997, la ville de Pearl, dans le Mississippi, s'est réveillée dans une horreur inimaginable. Peu après 8 heures du matin, des coups de feu ont retenti au lycée de Pearl. Les élèves ont crié et se sont enfuis lorsque leur camarade de classe, Luke Woodham, âgé de 16 ans, a ouvert le feu avec un fusil de chasse, visant directement des personnes qu'il considérait autrefois comme ses amis. 2 élèves ont été tués et 7 autres ont été blessés. Mais ce que peu de gens savaient à ce moment-là, c'est que le carnage avait commencé bien avant que Luke ne mette les pieds sur le campus ce jour-là. La première victime avait été sa propre mère. Quelques heures plus tôt, Luke se tenait dans la cuisine de sa modeste maison. Sa mère, Mary Ann Woodham, préparait le petit déjeuner. Sans crier gare, il s'était emparé d'un couteau de boucher et l'avait poignardé à plusieurs reprises. Elle a trébuché en essayant de s'échapper, mais Luke a continué à l'attaquer jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Il s'est ensuite nettoyé, habillé, et est parti à l'école en laissant le corps sans vie de sa mère à l'intérieur de la maison. Son plan n'était pas impulsif. Il avait rédigé un manifeste la veille au soir, un texte de 2 pages expliquant ses motivations. Dans ce texte, Luke traitait sa mère de femme malveillante et méchante et affirmait avoir subi une vie d'abus émotionnels. Il s'est également plaint d'avoir été victime d'intimidation à l'école, d'avoir été rejeté par une ancienne petite amie et d'avoir été étiqueté comme un paria. Ces mots étaient remplis d'amertume, d'apitoiement sur soi et de quelque chose de bien plus dangereux, une croyance émergente que sa douleur lui donnait le droit de détruire. Armé d'un fusil dissimulé sous un long manteau, Luke est entré dans le parking de l'école et a ouvert le feu. Sa première cible était son ex-petite amie, Christina, 16 ans. Il lui a tiré une balle dans la poitrine, la tuant sur le coup. Il a ensuite braqué son arme sur son amie, Lydia K., 17 ans, qui a également été tuée. Luke a continué à tirer, atteignant 7 autres personnes, dont certaines ont été gravement blessées. Mais quelque chose d'inattendu s'est alors produit. Le directeur adjoint Joel Mrick, commandant de réserve de l'armée, a couru vers sa voiture, a récupéré son arme de poing personnelle et a affronté Luke alors qu'il tentait de s'enfuir. Monsieur Mrick lui a ordonné de se mettre à terre et l'a tenu en joue jusqu'à l'arrivée de la police. Ce fut un moment d'héroïsme réel qui a probablement empêché une tragédie plus grande encore. La voiture de Luke était remplie de munitions supplémentaires. Il existe des preuves solides qu'il avait prévu de se rendre dans des écoles voisines et de continuer son carnage. Une fois en détention, Luke a avoué, mais pas seulement la fusillade. Il a également parlé aux enquêteurs d'une organisation secrète qu'il avait rejointe, un groupe d'adolescents se proclamant satanistes. Ils se faisaient appeler les Crottes. Dirigé par un autre élève, Grant Boyette, le groupe fantasmait sur la magie noire, la rébellion et la mort. Luke a affirmé que Grant l'avait manipulé, alimentant sa colère, et le convainquant que le meurtre le rendrait puissant, que tuer sa mère et ses camarades de classe apaiserait d'une manière ou d'une autre sa douleur. Les autorités étaient sceptiques. Il n'y avait aucune preuve évidente de rituels sataniques ou de pratiques surnaturelles, mais il était clair que le groupe avait existé et que Luke s'était empêtré dans un réseau toxique de manipulation et d'illusion. Qu'il s'agisse d'une véritable secte ou simplement d'un groupe d'adolescents perdus et en colère jouant avec le feu, l'influence était réelle et elle a eu des conséquences mortelles. Au tribunal, la défense de Luke a tenté de plaider la démence. Ses avocats ont affirmé qu'il avait connu une crise psychotique alimentée par un traumatisme émotionnel et l'influence sectaire de ses pairs. Mais le jury n'a pas vu un garçon qui avait craqué. Ils ont vu un garçon qui avait planifié, qui avait rédigé un manifeste, qui avait nettoyé après avoir poignardé sa mère, qui avait enfilé son uniforme scolaire et qui avait choisi de tuer à nouveau.
Luke Woodham a été reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre, de 7 chefs d'accusation de tentative de meurtre et d'un chef d'accusation de matricide. Il a été condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa mère. Plus 2 peines supplémentaires de prison à vie pour léser à 140 ans pour les tentatives de meurtre. Il ne pourra jamais bénéficier d'une libération conditionnelle. Aujourd'hui, Luke est toujours incarcéré dans une prison de l'État du Mississippi. Au fil des ans, il a accordé de rares interviews dans lesquelles il affirme avoir trouvé la religion, regretté ce qu'il a fait et avoir subi un lavage de cerveau. Mais pour les familles de ses victimes, la douleur n'a pas disparu. Pour elles, le pardon est compliqué et l'oubli est impossible. La fusillade du lycée Pearl a marqué un tournant effrayant. Ce fut l'une des premières fusillades scolaires très médiatisées de l'histoire moderne des. Elle s'est produite quelques mois avant la fusillade du collège Westside en Arkansas et moins de 2 ans avant celle de Colline. Les actes de Luke Woodham ont ouvert la voie à une nouvelle ère sombre, où les adolescents armés ne sont plus considérés comme des anomalies impensables, mais comme de véritables menaces. Cette tragédie a soulevé d'innombrables questions. Comment un adolescent en vient-il à croire que le meurtre lui apportera la paix? Comment un enfant, élevé dans une famille de la classe moyenne, entouré d'enseignants, de camarades et de parents, peut-il sombrer si profondément dans les ténèbres que tuer lui semble être la seule option? Le lycée Pearl continue de fonctionner. Le bâtiment a été rénové. De nouveaux élèves arpentent les mêmes couloirs, inconscients du sang qui y a été versé autrefois. Mais pour ceux qui ont vécu cette journée de 1997, le souvenir reste vif, comme une cicatrice qui ne s'estompe jamais tout à fait. Numéro 7. Lionel Tate, le plus jeune Américain jamais condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En 1999, un quartier tranquille du comté de Broward, en Floride, est devenu le centre d'une controverse nationale lorsqu'un garçon de 12 ans nommé Lionel Tate a commis un crime si grave qu'il a provoqué une onde de choc dans le système judiciaire américain. À l'époque, personne ne pouvait vraiment y croire. Un collégien, à peine adolescent, était jugé pour meurtre. Et pas n'importe quel meurtre, Lionel allait devenir la plus jeune personne de l'histoire des États-Unis à être condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La victime était Tiffany Ununique, une petite fille de 6 ans, joyeuse et aimante, dont Lionel s'occupait pendant que sa mère était sortie pour la soirée. La mère de Lionel, Kathleen Grassett Tate, était à la maison au moment des faits, mais elle a déclaré qu'elle était à l'étage lorsque tout s'est produit. Lorsqu'elle est descendue, Tiffany gisait sur le sol, inanimée. Au début, Lionel a déclaré qu'il s'agissait d'un accident. Il a dit à la police qu'ils étaient simplement en train de jouer. Mais l'autopsie a révélé une réalité bien plus sombre. Tiffany avait été battue à mort. Ses blessures étaient si nombreuses et si graves qu'elles ressemblaient à celles d'une personne qui serait tombée d'un immeuble de 3 étages. Son foie était lacéré, son crâne fracturé, et elle présentait de multiples blessures internes et des ecchymoses sur tout le corps. La brutalité de l'agression a immédiatement écarté toute hypothèse de simple bagarre. Il ne s'agissait pas d'une chamaillerie, c'était un passage à tabac. La défense de Lionel a affirmé qu'il imitait des mouvements de catch professionnels qu'il avait vus à la télévision. Il était fan de la WWE, alors connue sous le nom de WWF, et avait passé des heures à regarder des stars comme The Rock et Stone Cold Steve Austin effectuer des body slams et des elbow drops. Ses avocats ont fait valoir que Lionel n'avait pas l'intention de tuer Tiffany. Il ne comprenait pas les conséquences. Il n'était qu'un enfant qui reproduisait ce qu'il avait vu à la télévision. Mais l'accusation a brossé un tableau différent. Elle a fait valoir que même à 12 ans, Lionel connaissait la différence entre le jeu et la violence. Il n'a pas simplement blessé Tiffany accidentellement, il l'a frappée pendant plus de 5 minutes. Ils ont déclaré que la gravité des blessures prouvait l'intention. Et comme la loi de Floride, à l'époque, autorisait les mineurs à être jugés comme des adultes pour les crimes graves, Lionel a été accusé de meurtre au premier degré. Le procès a été rapide et controversé. En 2001, 2 ans après le meurtre, Lionel a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La sentence a déclenché une vive polémique. Des psychologues pour enfants, des experts juridiques et des organisations de défense des droits de l'homme ont donné leur avis. Était-ce la justice ou l'incapacité du système à comprendre l'esprit d'un enfant? Pour beaucoup, il était difficile de concilier l'idée qu'un enfant de 12 ans puisse vraiment comprendre le poids d'une accusation de meurtre, sans parler de purger une peine à perpétuité sans jamais avoir la possibilité d'être libéré. Cette affaire est devenue le symbole de la politique américaine de répression de la criminalité et de la frontière floue entre justice et punition. En 2004, après des années de pression publique et d'appel, une cour d'appel a annulé la condamnation de Lionel.
La Cour a estimé que sa capacité mentale n'avait pas été correctement évaluée avant le procès. L'État lui a proposé un accord de plaidoyer. Il plaiderait coupable de meurtre au deuxième degré et serait condamné à 1 an de détention à domicile, suivi de 10 ans de probation. Mais l'histoire de Lionel ne s'arrête pas là. En 2005, 1 an seulement après sa libération, Lionel a été arrêté à nouveau, cette fois pour vol à main armée. Lui et un complice ont été accusés d'avoir braqué un livreur de pizza sous la menace d'une arme. Les procureurs ont fait valoir que Lionel n'avait pas été réhabilité. Ils ont déclaré que la peine initiale avait été trop clémente. En 2006, il a été condamné à 30 ans de prison pour avoir violé sa probation. Ce qui rend le cas de Lionel Tate si troublant, ce n'est pas seulement le crime, c'est toute la trajectoire de sa vie. De tueur à 12 ans, à symbole de l'excès judiciaire, puis à récidiviste, cela soulève des questions dérangeantes sur la manière dont la société traite les jeunes violents. Lionel est-il le produit d'une mauvaise éducation, de l'influence des médias, d'un système défaillant, ou était-il destiné depuis toujours à passer entre les mailles du filet? Même aujourd'hui, les experts sont divisés. Certains pensent que Lionel n'a jamais pleinement compris les conséquences de ses actes, d'autres affirment qu'il a manipulé le système et exploité la sympathie. Ce qui est clair, c'est qu'une fillette de 6 ans a perdu la vie dans un moment de violence inimaginable, et le garçon responsable a perdu son avenir avant même qu'il ne commence. Aujourd'hui, Lionel Tate est toujours incarcéré. Il n'est plus un garçon, mais un homme de près de 40 ans. Il a passé la majeure partie de sa vie derrière les barreaux. La famille de Tiffany Ununich, quant à elle, continue de pleurer une enfant qui n'a jamais eu la chance de grandir. Numéro 8, Alyssa Bustamante, l'adolescente qui a tué par curiosité. Dans la paisible ville de St. Martins, dans le Missouri, l'automne 2009 était comme tous les autres. Calme, sans histoire, et entouré d'arbres qui commençaient tout juste à se parer de couleurs dorées et rouges. Mais le 21 octobre, ce calme a été brisé à jamais lorsqu'une fille de 9 ans nommée Elizabeth Olen a disparu alors qu'elle rentrait chez elle à pied depuis la maison d'une amie. C'était un court trajet, seulement quelques centaines de mètres à travers un raccourci boisé. Elle n'est jamais arrivée. La famille d'Elizabeth l'a cherchée frénétiquement. Les voisins se sont joints à eux. La police a lancé une opération de recherche massive. Pendant 2 jours, ils ont ratissé les bois et interrogé les habitants. Mais rien ne les avait préparés, ni eux, ni le monde entier, à ce qu'ils allaient découvrir. Elizabeth n'avait pas été enlevée par un inconnu. Elle ne s'était pas enfuie. Elle avait été assassinée par quelqu'un qui habitait juste en bas de la rue. Une jeune fille de 15 ans nommée Alyssa Bamante. Alyssa n'était pas le genre de personne que l'on soupçonne. Elle vivait avec sa grand-mère, allait régulièrement à l'église et était une élève brillante. Mais sous cette apparence, quelque chose était profondément brisé. Son père était en prison. Sa mère luttait contre la toxicomanie. Alyssa avait de longs antécédents de dépression, d'automutilation et d'instabilité émotionnelle. Elle avait déjà tenté de se suicider et avait été suivie par un psychiatre. Pourtant, personne ne s'attendait à un acte aussi violent. Mais Alyssa ne souffrait pas seulement en silence. Elle avait un plan. Quelques jours avant le meurtre, elle avait creusé 2 tombes peu profondes dans les bois derrière sa maison. Pas une, mais 2. Puis elle a attendu. Le 21 octobre, Alyssa a vu Elizabeth rentrer seule chez elle. L'occasion était trop belle. Elle a attiré la petite fille dans les bois, l'a étranglée, lui a tranché la gorge et lui a planté un couteau dans la poitrine. Elle a ensuite traîné le corps jusqu'à l'une des tombes qu'elle avait préparées à l'avance et l'a enterré. Lorsque la police a interrogé Alyssa, elle a d'abord nié avoir connaissance de la disparition d'Elizabeth. Mais quelque chose dans ses réponses ne collait pas. Finalement, après un interrogatoire intense, elle les a conduits au lieu de l'enterrement. Et lorsque les enquêteurs ont fouillé sa chambre, ils ont trouvé quelque chose de terrifiant. Une entrée dans son journal intime, écrite à l'encre quelques heures après le meurtre. De sa propre main, Alyssa avait avoué avoir tué Elizabeth. Elle avait écrit « Je viens de... et tuer quelqu'un. Je l'ai étranglé, je lui ai tranché la gorge et je le sais poignarder. Maintenant, il est à mort. » La ligne suivante était encore plus troublante. C'était incroyable. Dès que tu surmontes le sentiment « Oh mon Dieu, je ne peux pas faire ça », c'est plutôt agréable. Je suis un peu nerveuse et tremblante en ce moment. Bon, je dois aller à l'église maintenant. Lol. C'était le genre de confession qui vous glace le sang. Non seulement à cause de ce qu'elle avait fait, mais aussi à cause de la désinvolture avec laquelle elle le décrivait. Il n'y avait aucun remords, aucune hésitation, juste une entrée de journal intime froide et calculée d'une adolescente de 15 ans qui venait d'assassiner une fillette de 9 ans. Au cours du procès, l'équipe de défense d'Alyssa s'est fortement appuyée sur ses antécédents en matière de santé mentale. Elle a fait valoir qu'elle était profondément déprimée, qu'elle était issue d'un foyer brisé
et qu'elle n'avait pas la maturité émotionnelle nécessaire pour comprendre toute la gravité de ses actes. Mais les procureurs avaient un élément incontestable, le mobile. Alyssa avait tué pour une seule raison, la curiosité. Elle voulait savoir ce que l'on ressentait en tuant quelqu'un. Cette déclaration, si brutale, si horrifiante, est devenue le point central de l'affaire. Ce n'était pas un crime passionnel, ce n'était même pas une vengeance, c'était une expérience. Une expérience qui a coûté la vie à une fille de 9 ans. En 2012, Alyssa Bustamante est appelée des coupables de meurtre au deuxième degré et d'actes criminels armés. Elle a été condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle et à 30 ans de prison supplémentaire. Elle pourra bénéficier d'une libération conditionnelle, mais pas avant plusieurs décennies. D'ici là, elle sera une femme d'âge mûr, ayant passé plus de la moitié de sa vie derrière les barreaux. L'affaire a attiré l'attention nationale, non seulement en raison de l'âge d'Alyssa, mais aussi de son mobile. Les États-Unis avaient déjà vu mais rarement, une qui avait avoué avoir tué par ennui. Rarement une qui avait écrit à ce sujet comme si c'était un frisson. À la suite de cela, la famille d'Elizabeth Holton a été dévastée. Sa mère a décrit sa fille comme une personne douce, aimante et toujours souriante. Une petite fille qui faisait confiance à quelqu'un en qui elle aurait dû pouvoir avoir confiance, quelqu'un qui vivait juste en bas de la rue. La maison d'Alyssa a finalement été vendue. Le bois derrière, où elle a creusé les tombes, est toujours là, envahi par la végétation, silencieux. Mais ce sol recèle une noirceur qui ne sera pas facilement oubliée. L'affaire Bamante est souvent utilisée dans les débats sur les peines infligées aux mineurs, les soins de santé mentale pour les jeunes, à risque, et les dangers des traumatismes psychologiques non traités. Mais le plus troublant est peut-être sa simplicité. Une fille en a tué une autre sans autre raison que de satisfaire une curiosité malsaine, et elle l'aurait refait. En fait, lorsque la police lui a demandé pourquoi elle avait creusé 2 tombes, Alyssa a répondu sans détour. Je voulais tuer 2 personnes. Numéro 9, Mitchell Johnson et Andrew Golden. Les garçons qui ont transformé une cour de récréation en zone de guerre. Le 24 mars 1988, la petite ville de Jonesboro, en Arkansas, a été bouleversée à jamais. À la Westside Middle School, juste avant l'heure du déjeuner, l'alarme incendie s'est déclenchée de manière inattendue. Les élèves et les enseignants ont calmement évacué le bâtiment, pensant qu'il s'agissait d'un exercice de routine. Mais ce qui les attendait à l'extérieur n'était ni un incendie ni un dysfonctionnement. Il s'agissait d'une embuscade planifiée avec une précision militaire et menée par 2 de leurs camarades de classe. Mitchell Johnson avait 13 ans. Andrew Golden n'avait que 11 ans. Les garçons avaient eux-mêmes déclenché l'alarme. Alors que l'école se vidait dans la cour, ils ont ouvert le feu depuis une zone boisée voisine à l'aide de fusils et d'armes de poing qu'ils avaient tenté voler au grand-père de Golden. Vêtus de tenues de camouflage et cachés derrière des arbres, ils ont déchaîné une rafale de balles sur les enfants et le personnel qui ne se doutèrent de rien. Le s'est immédiatement installé. Des cris, du sang, des enfants tombant au sol. En quelques minutes seulement, 5 personnes ont été tuées, 4 élèves et un enseignant. 10 autres ont été blessés, dont beaucoup gravement. L'enseignante, Shannon Wright, est morte en protégeant un élève de 6e avec son propre corps. Parmi les morts se trouvaient Paige Herring, 11 ans, et Stephanie Johnson, 12 ans. Leur seul crime était de sortir de l'école lorsque l'alarme leur a demandé de le faire. Les tireurs ont laissé tomber leurs armes et ont tenté de s'enfuir, mais la police les a rapidement arrêtés sans qu'ils opposent de résistance. Lors de leur arrestation, les policiers ont été stupéfaits, non seulement par leur âge, mais aussi par ce qu'ils ont découvert. Dans la camionnette que les garçons avaient utilisée pour se rendre à l'école, les autorités ont trouvé de la nourriture, du matériel de camping, d'autres armes et des équipements de survie. Il ne s'agissait pas d'une attaque spontanée, mais d'une mission planifiée à l'avance, exécutée avec un calme effrayant et clairement conçue pour se terminer par une fuite. Pourquoi 2 garçons, à peine adolescents, planifieraient-ils quelque chose d'aussi meurtrier? Les motifs étaient tout aussi troublants que l'acte lui-même. Mitchell avait récemment été suspendu pour avoir fait des avances sexuelles à une fille à l'école et menacé d'en violer une autre. Il était en colère, rejeté. Il aurait dit à ses amis qu'il se vengerait. Andrew, bien que plus jeune, était décrit par ses camarades de classe comme un garçon étrange et agressif, obsédé par les armes à feu et les jeux de guerre. Ensemble, ils se nourrissaient mutuellement de leur rage, élaborant un plan pour se venger de leur école et de tous ceux qui les avaient contrariés. Après les faits, la ville de Jonesboro était paralysée par le chagrin. Mais ce qui s'est passé ensuite a encore plus stupéfié la nation encore plus. En raison de leur âge, Mitchell et Andrew ne pouvaient pas être jugés comme des adultes, en vertu de la loi de l'Arkansas à l'époque. Ils ont tous deux
était envoyé dans un centre de détention pour mineurs, où la peine maximale était de 21 ans. 5 vies ont pris fin, 10 autres ont été marquées à jamais, et les 2 garçons responsables allaient en purger moins de 8 ans derrière les barreaux. L'indignation publique a explosé. Les parents des victimes ont supplié les législateurs. Comment des auteurs d'un massacre pouvaient-ils être libérés avant leur 22e anniversaire? Mais légalement, l'État avait les mains liées. L'affaire a révélé de graves lacunes dans les systèmes de justice pour mineurs à travers le pays. De nouvelles lois ont été rédigées dans les années qui ont suivi, mais pour les familles de Jonesboro, le mal était déjà fait. Mitchell Johnson a été libéré en 2005, Andrew Golden a suivi en 2007. Les 2 garçons ont reçu une nouvelle identité dans le but de les protéger contre les représailles, mais leur vie n'est pas revenue à la normale. Mitchell a été arrêté à plusieurs reprises après sa libération pour des chefs d'accusation allant de la possession de marijuana au vol et à la possession illégale d'armes à feu. Lors d'entretiens, il semblait impassible lorsqu'il évoquait la fusillade. Il a déclaré une fois qu'il se moquait, que les gens lui pardonnent ou non. Golden a mené une vie plus discrète, mais dans un sombre coup du sort, il s'est mort dans un accident de voiture en 2019. Il avait 33 ans. La fusillade de Westside a été l'une des premières fusillades de masse dans une école aux États-Unis commise par des mineurs. Elle a précédé celle de Colin d'1 an, et pourtant son héritage est souvent éclipsé par des attaques plus récentes et plus médiatisées. Néanmoins, ce qui s'est passé à Jonesboro a laissé une cicatrice indélébile, non seulement à cause de la tragédie elle-même, mais aussi en raison du jeune âge des tueurs et de la rapidité avec laquelle ils ont été libérés. L'école a finalement rouvert. La cour où la fusillade a eu lieu a été réaménagée. Mais pour ceux qui étaient là ce jour-là, les souvenirs restent vifs. Une alarme incendie, une journée ensoleillée et le craquement soudain des coups de feu. Un moment normal s'est transformé en cauchemar. Et le plus troublant, c'est que tout cela était prémédité. Ce n'étaient pas des enfants paniqués qui avaient craqué. Ils ont attendu. Ils ont observé. Ils ont ouvert le feu lorsque leurs camarades de classe étaient fois les plus vulnérables, marchant en file indienne, la tête baissée, suivant les protocoles de sécurité de l'école. Mitchell Johnson et Andrew Golden ont utilisé la confiance et la routine comme des armes. Ils ont transformé les exercices destinés à protéger les élèves en outils de destruction. Même des décennies plus tard, le massacre de Westside reste un rappel effrayant de ce qui peut arriver lorsque la colère, l'aliénation et l'accès aux armes se rencontrent, en particulier dans l'esprit d'enfants qui croient encore que le monde leur doit quelque chose. Numéro 10. Jasmine Richardson, la jeune fille de 12 ans qui a aidé à massacrer toute sa famille, Alberta, Canada. Une ville tranquille des prairies, plus connue pour ses terres agricoles et sa vie familiale que pour le genre de brutalité qui allait bientôt choquer toute la nation. C'est ici qu'en avril 2006, 3 membres de la famille Richardson ont été retrouvés assassinés dans leur maison. Les victimes étaient Mark et Deborah Richardson et leur fils de 8 ans, Jacob. Ils avaient été poignardés à plusieurs reprises, laissés à leur sang dans leur refuge de banlieue. Au début, les enquêteurs craignaient le pire. La famille avait-elle été prise pour cible par un inconnu? Un cambriolage qui avait mal tourné? Mais ils ont alors remarqué quelque chose de terrifiant. Un membre de la famille manquait à l'appel. Pas un suspect, mais une victime potentielle. Leur fille de 12 ans, Jasmine Richardson. Mais Jasmine n'avait pas disparu. Elle n'avait pas été kidnappée. Et elle n'était certainement pas une victime. En quelques heures, la police l'a retrouvée à plus de 100 km de là, en train de rire, d'embrasser et de tenir la main de son petit ami de 23 ans, Jeremy Stanky. C'est alors que l'horrible vérité a commencé à se dévoiler. Jasmine n'avait pas échappé au meurtre. Elle avait aidé à les planifier. Elle avait aidé à les commettre. Une enfant de 12 ans avait participé au massacre de toute sa famille parce qu'elle faisait obstacle à son amour interdit. Jasmine avait rencontré Jérémy sur un site de réseau social destiné aux adolescents gothiques. Il avait 23 ans, était très impliqué dans la sous-culture vampire et prétendait être un loup-garou de 300 ans. Jasmine, qui venait d'une famille de classe moyenne pratiquante, est rapidement tombée sous son charme. Elle venait d'entrer dans l'adolescence, rebelle, émotionnellement instable et fascinée par le dark fantasy. Lorsque ses parents ont découvert cette relation, ils ont été horrifiés. Ils l'ont puni, lui ont retiré son ordinateur et ont essayé de couper tout contact. Mais le mal était déjà fait. Jérémy a encouragé Jasmine à croire que ses parents étaient abusifs, contrôlants et oppressifs. Et Jasmine, désespérée de retenir l'attention de quelqu'un de tellement plus âgé, tellement intense, a commencé à le croire. Ensemble, ils ont imaginé une solution. Si ses parents ne les laissaient pas être ensemble, alors ses parents devaient en mourir. Dans la nuit du 23 avril 2006, Jeremy est entré dans la maison des Richardson portant un masque et muni d'un couteau.
Il s'en est d'abord pris à Mark et Deborah, les poignardant tous les deux à plusieurs reprises. Deborah s'est défendue, réussissant même à attraper un tournevis dans une tentative désespérée de se défendre. Mais la force de la rage de Jérémie était écrasante. À l'étage, Jasmine a affronté son petit frère, Jacob, âgé de 8 ans. Selon ses aveux ultérieurs, il était effrayé et désorienté. Il l'a supplié de ne pas lui faire de mal, mais Jasmine l'a poignardé à la poitrine, affirmant plus tard qu'elle pensait que ce serait plus humain que de le laisser devenir orphelin. Réfléchissez-y. Une fille de 12 ans a assassiné son frère de 8 ans parce qu'elle pensait que c'était un acte de bonté. Après les meurtres, Jasmine et Jérémie ont fui les lieux. Ils ont été arrêtés le lendemain, apparemment sans être affectés par ce qu'ils avaient fait. Des témoins ont déclaré qu'ils agissaient comme un couple en escapade romantique, et non comme deux personnes fuyant un triple homicide. Jérémie s'est même vanté auprès de ses amis d'avoir éventré les parents de Jasmine comme on vide un poisson. Interrogée par la police, Jasmine n'a montré aucun remords immédiat. Elle était calme. Elle a admis son implication et a même décrit certaines parties du crime avec des détails explicites. Jérémie, pour sa part, était fier de ce qu'ils avaient fait. Il a dit que c'était une fin naturelle à leur histoire d'amour. Au tribunal, l'accusation a présenté un récit qui semblait presque fictif. Des amants maudits, une romance interdite et un pacte de meurtre conclu dans le code des adolescents. Mais les preuves étaient réelles. Email, entrée de journal, discussion en ligne. Dans un message, Jasmine avait écrit « J'ai un plan. Il commence par leur meurtre et se termine par ma vie avec toi. » C'était froid, prémédité. Pas un acte de violence spontané, mais une stratégie. En raison de son âge, Jasmine ne pouvait pas être condamnée comme une adulte en vertu de la loi canadienne. Elle a été jugée comme mineure et a reçu la peine maximale possible, soit 10 ans, dont une période dans un établissement psychiatrique suivie d'une surveillance communautaire. Elle a purgé sa peine en 2016 à seulement 22 ans et a été libérée avec une nouvelle identité. Elle vit désormais quelque part au Canada, libre sur le plan juridique. Jeremy Staney, qui a par la suite changé son nom pour Jackson May, purge une peine d'emprisonnement à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Au cours de son procès, il a demandé Jasmine en mariage par le biais d'une lettre. Elle a accepté. Le mariage n'a jamais été légalement reconnu, mais la nature dérangeante de leur lien a continué de hanter ceux qui ont suivi l'affaire. L'histoire de Jasmine Richardson a forcé les gens à reconsidérer ce dont les enfants sont capables. Que se passe-t-il lorsqu'un enfant est manipulé, lorsque le fantasme et la réalité se confondent, lorsque la rage et l'engouement s'affrontent dans l'esprit de quelqu'un qui joue encore avec des poupées? Numéro 11. Daniel Patrick, l'adolescent qui a tué à cause d'un jeu vidéo. En octobre 2007, dans la petite ville de Wellington, dans l'Ohio, un garçon de 16 ans nommé Daniel Patrick a commis un crime qui a laissé toute une communauté sous le choc et a soulevé des questions à l'échelle nationale sur l'éducation des enfants, la santé mentale et l'obsession croissante pour les jeux vidéo violents. L'affaire était aussi tragique que bizarre car, une fois la poussière retombée, la mère de Daniel était morte. Son père s'accrochait à la vie et le mobile était un jeu vidéo. Daniel a grandi dans une famille chrétienne pratiquante. Son père, Mark Patrick, était un pasteur respecté. L'Église occupait une place centrale dans leur vie. La discipline était stricte, mais pas inhabituelle. De l'extérieur, la famille Patrick semblait solide, modeste, travailleuse et ancrée dans la foi. Mais comme dans tant d'autres familles, ce qui était visible en surface ne disait pas tout. En 2007, Daniel a subi une grave blessure au dos qui l'a laissé alité pendant des semaines. Pendant sa convalescence, il s'est tourné vers les jeux vidéo pour passer le temps. Un jeu en particulier est devenu son obsession. Halo 3, un jeu de tir futuriste à la première personne rempli de violence et de combats extraterrestres. Pour la plupart des adolescents, c'était un divertissement. Pour Daniel, c'est devenu une échappatoire. Plus son obsession grandissait, plus il s'isolait. Il a cessé de fréquenter ses amis. Ses résultats scolaires ont baissé. Son univers émotionnel s'est réduit à la taille d'un écran. Ses parents, inquiets du temps qu'il passait devant le jeu, sont intervenus. Ils lui ont dit qu'il n'avait plus le droit d'y jouer. Son père a pris le disque et l'a enfermé dans un petit coffre-fort à la maison. Une boîte qui contenait également le pistolet 9 mm de la famille. Pour Daniel, ce n'était pas seulement une question de discipline. Était une trahison. Dans la nuit du 20 octobre 2007, Daniel a attendu le bon moment. Lorsque ses deux parents étaient à la maison et assis sur le canapé, il a discrètement récupéré la clé du coffre-fort, a sorti le jeu et l'arme. Puis il est entré dans la pièce, s'est tenu devant ses parents et leur a dit qu'il avait une surprise. Sans prévenir, il a levé le pistolet et a tiré sur sa mère, Suzanne Patrick, dans la tête. Elle était morte sur le coup. Il a ensuite tourné le
pistolet vers son père, Mark, et a tiré à nouveau. Mark a été touché au visage et s'est effondré, le sang coulant de ses blessures. Mais il n'était pas mort. Daniel a alors essayé de faire croire à un meurtre-suicide. Il a placé le pistolet dans la main de son père et le boîtier de Halo 3 à côté d'eux. Il s'est ensuite enfui de la maison, emportant le jeu avec lui, et a pris la fuite dans la voiture familiale. Alors que son père gisait sur le sol, en sang, Daniel s'est présenté chez un ami en faisant comme si de rien. Il a dit aux parents de son ami qu'il venait de se disputer avec ses parents, mais dans la voiture se trouvait l'arme du crime, littéralement. À côté, Halo 3 était posé sur le siège passager comme un trophée. Pendant ce temps, un miracle s'est produit. Bien qu'il ait reçu une balle dans la tête, Mark Petrick a réussi à survivre. Il a rampé jusqu'à un téléphone et a appelé à l'aide. La police s'est précipitée sur les lieux. Lorsqu'ils ont localisé Daniel, il était calme, coopératif et d'un détachement inquiétant. Il n'a pas essayé de cacher ce qu'il avait fait. Quand on lui a demandé pourquoi, il a simplement répondu qu'il était en colère parce que ses parents lui avaient confisqué son jeu. Lors du procès, la salle d'audience a eu du mal à assimiler les détails. Un adolescent qui tue sa propre mère, à cause d'un jeu vidéo, qui tire sur son père pasteur en plein visage, parce qu'ils ont appliqué les règles de la maison. Cela ressemblait à un film d'horreur, pas à la vraie vie. Et pourtant, les preuves étaient indéniables. L'équipe de défense de Daniel a fait valoir qu'il était sous l'influence d'une détresse psychologique. Elle a déclaré que les semaines d'isolement, associées à son obsession pour le jeu, avaient altéré son état mental. Elle a affirmé qu'il était devenu dépendant non seulement à Halo, mais aussi à l'évasion que ce jeu lui offrait. Elle l'a dépeint comme un adolescent confus et instable, et non comme un tueur de sang-froid. Mais l'accusation a brossé un tableau bien plus sombre. Elle a souligné la planification, la récupération de la clé, la décision d'apporter l'arme dans la pièce, les coups de feu délibérés à la tête et, plus accablant encore, la tentative de faire passer le meurtre pour un suicide. Selon elle, ce n'était pas le comportement d'un enfant qui avait craqué, c'était le comportement d'un tueur qui savait exactement ce qu'il faisait. Le juge a donné raison au procureur. En 2009, Daniel Petrick a été reconnu coupable de meurtre, avec circonstances aggravantes, de tentative de meurtre et d'agression criminelle. Il a été condamné à une peine de 23 ans à perpétuité. Il ne pourra pas bénéficier d'une libération conditionnelle avant d'avoir atteint la quarantaine. Le détail le plus bouleversant de toute cette affaire est peut-être ce qui s'est passé après le procès. Malgré tout, Mark Petrick, le père qui a survécu à une balle dans le visage, a témoigné en faveur de son fils. Il a supplié la cour de faire preuve de clémence. Il a dit qu'il avait pardonné à Daniel, qu'il l'aimait toujours, qu'il croyait que son fils avait été manipulé par l'influence des jeux vidéo et une douleur émotionnelle non traitée. C'est une image puissante et image déchirante. Un homme qui a perdu sa femme, a failli perdre la vie, et qui a quand même choisi de faire preuve de compassion envers la personne qui a tout détruit. L'affaire Daniel Petrick reste l'un des exemples les plus choquants de violence juvénile dans l'Amérique moderne. Non seulement en raison de sa brutalité, mais aussi parce qu'elle met en évidence la frontière ténue entre le fantasme et la réalité, en particulier dans l'esprit des adolescents vulnérables. S'agissait-il vraiment juste d'un jeu, ou était-ce le résultat de failles émotionnelles, psychologiques et culturelles plus profondes? Aujourd'hui encore, les débats font rage sur l'impact des jeux vidéo violents sur les jeunes esprits. La plupart des joueurs ne commettent pas de crimes, mais dans de rares cas tragiques comme celui de Daniels, les frontières s'estompent et la fiction devient le carburant d'horreurs bien réelles